Bonjour tout le monde, je suis Mathieu Menet, je suis le responsable de la fonction renforcement des capacités du Réseau 1 Québec. Je vous remercie d'être avec nous pour un autre webinaire du Réseau 1. C'est notre dernier de l'année. Wouhou! Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes chercheurs en gestion, Karine Skirej et Philippe Tamba, qui présenteront leurs perspectives en lien avec 4 projets de recherche qui ont suivi des 4 projets de recherche qui ont été financés par le Réseau 1, qui ont suivi sur une période de 6 mois, en faisant partie un peu d'un projet. Avant de commencer la présentation de Karim et Philippe, je vais vous donner quelques petits consignes. Donc, cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque de présentation du Réseau 1. Donc, je vous invite à fermer vos micros. Puis, je pense que c'est fait si je regarde tous les participants. Puis, à la fin de la présentation, vous pouvez poser des questions à Karim puis à Philippe. Puis, il y a 2 manières de poser ces questions-là. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez votre main ». Puis, comme ça, vous allez pouvoir poser votre question oralement. Puis, sinon, si vous êtes plus gêné, ben, on souhaite que vous posiez des questions oralement parce que ça fait plus dynamique. Mais si vous êtes plus gêné ou si vous voulez écrire quelque chose, ben, vous pouvez le faire dans la boîte à questions. Puis à la fin, je vais poser des questions à Karim, à Philippe, moi-même. Donc, je vais maintenant prendre le temps d'accueillir nos invités, qui sont Karine Skirej et Philippe Tamba. Donc, Karine dispose d'une formation en gestion de projet et en stratégie des organisations. Et Philippe, pour sa part, dispose d'une formation en administration des affaires et en gestion du changement en organisation. Donc, ces 2 chercheurs qui ont été également membres du comité d'accompagnement des projets financés par le Réseau 1. Et ils présentent aujourd'hui des idées en lien avec la mise en œuvre des innovations dans les services de première ligne. Donc, bienvenue, monsieur, au webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais prendre une minute pour changer de présentateur et je céderai la parole à Karim et à Philippe pour leur présentation. Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé « Projets financés par le Réseau 1, perspectives et apprentissage des accompagnants en gestion ». Donc, rapidement, on va juste dire qu'on n'a aucun intérêt commercial et il n'y a aucun intérêt de conflit d'intérêt potentiel. Donc, passons maintenant aux présentations. Je me présente, mon nom est Philippe Tamba. Je suis présentement chercheur pour le pôle santé d'HEC Montréal et employé pour l'assurance maladie du Québec. J'ai une formation en ressources humaines et en développement organisationnel. Ok. Et donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Karim. Je viens de diplômer, je suis en train de diplômer d'HEC Montréal d'une maîtrise en sciences des organisations. Je suis actuellement coordonnateur du rappel de McGill. Donc, ça a commencé à travers cette aventure qu'on est sur le point de vous raconter, de partager avec vous à travers cette présentation. Donc oui, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter notre perspective de chercheur en gestion en ce qui a trait à 4 projets innovants de santé de première ligne que nous avons eu la chance de voir évoluer et de suivre sur une période d'un peu plus de 6 mois. L'optique de cette présentation est de faire œuvre utile en mettant la lumière sur certains angles préalables que nous avons étudiés et qui peuvent servir de levier à la mise en œuvre de tels projets. Tout au long de notre suivi, nous avons cherché à comprendre et identifier comment la gestion peut contribuer au succès de la mise en œuvre. Donc, avant de poursuivre, il est important de spécifier que par mise en œuvre, tout au long de notre présentation, nous entendons le transfert dans la pratique clinique. Très bien, donc c'est juste, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vraiment là, en complémentarité de ce que disait Ginny précédemment, c'est vraiment essayer d'apporter notre perspective. Nous qui, en général, sommes habitués à la mise en œuvre, donc très spécifique, et du perspective de la gestion. Donc, c'est vraiment de partager avec des personnes engagées dans le monde de la santé, dans des processus de mise en œuvre, de transfert de la pratique de la recherche, partager ce que nous avons appris au contact des personnes, donc non seulement ce qu'on a nous en tant que bagage conceptuel ou expérience par rapport à la mise en œuvre, mais aussi spécifiquement au monde de la santé, c'est des connaissances qu'on a développées en suivant des équipes. Voilà. OK. Donc, pour l'ordre du jour, nous présenterons les projets types que finance Réseau 1. Nous ferons connaître les lauréats 2015-2016. Nous parlerons ensuite du processus d'accompagnement auquel nous avons participé en tant que participants. Nous regarderons
les composantes de notre démarche et on finira par proposer un lot de recommandations qui découlent de notre recherche-action dans le but d'outiller un projet innovant type qui serait mature pour entreprendre la phase de mise en œuvre. Très bien. Donc, un petit peu rapidement, j'imagine que vous tous vous êtes familiers avec les projets financés par le réseau 1. Donc là, un petit peu, ce qu'on veut, c'est donner un peu de contexte. Donc, chaque année, le réseau 1 finance 4 projets visant à la mise en œuvre d'innovation dans le monde de la santé. Donc, nous, spécifiquement, on a intervenu dans le cadre de la cohorte des projets 2015-2016 qui ont été financés par le réseau 1. Donc, nous savons que les résultats de cette année vont tomber bientôt par rapport à la cohorte 2016-2017. Donc, vraiment pour vous donner un petit peu de contexte par rapport aux projets pour lesquels nous intervenons. Donc, plus spécifiquement, en ce qui concerne les projets que nous avons accompagnés dans le cadre de ce projet, dans l'accord 2015-2016, il y avait 4 projets. Donc, le premier projet, comme vous pouvez lire, est relatif à comprendre le parcours de soins de personnes marginalisées. Donc là, c'est un projet qui était tenu par le rappel de l'université de Laval. Et c'était vraiment essayer de... il y a une clinique communautaire qui a pris jour dans les régions, dans le périmètre de l'université de Laval, la clinique Spot. Et donc vraiment là, l'objectif était d'externaliser les connaissances, de comprendre ce qui faisait qu'une telle clinique avait un succès à desservir des populations qui avaient du mal à être rejointes au système de la santé pour des raisons socioculturelles. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, celui qui a été porté par le rappel de l'université de McGill. Donc là, c'est pour créer des groupes de discussion qui ont pour but de empower, de donner des capacités aux patients de mieux traiter de leur diabète. Le deuxième, c'est un outil d'autogestion qui a été tenu par le rappel de l'université de Montréal. Et là, le but était de distribuer un outil d'autogestion afin que les patients souffrant de troubles dépressifs ou anxieux puissent eux-mêmes se prendre en main. Donc là, c'est vraiment spécifiquement tester comment cet outil qui a été développé dans la recherche réagissait dans des milieux cliniques. Et finalement, le dernier projet qui est tenu par l'université de McGill, c'est un projet qui se fait en collaboration avec le projet Impact avec des chercheurs australiens. Donc c'est l'exploration de la création d'un nouveau rôle dans le monde de la santé qui aide à accompagner certaines populations défavorisées dans le soin de santé. Donc ça a à faire avec des enjeux tels que la continuité dans le monde de la santé et l'accompagnement des personnes défavorisées. Voilà. Donc nous spécifiquement, qu'est-ce qui nous a amené ici? Nous à la base, nous sommes des étudiants à HEC Montréal, sur la base des étudiants de maîtrise à HEC Montréal, et nous avons intervenu dans le cadre d'un partenariat entre le pôle santé de HEC Montréal et le réseau 1 qui voulait mettre en œuvre un processus d'accompagnement. Donc c'est une innovation elle-même dans ce processus, dans ces projets du réseau 1, dans le sens où l'équipe du réseau 1 a voulu offrir aux lauréats de leur projet une expertise, un accompagnement personnalisé dans des termes en ce qui concerne la gestion. Donc ça a été inspiré par un livre blanc de Institute of Healthcare Improvement, de IHE, qui a été préparé par Thomas Nolan et qui s'appelle Execution of Strategic Improvement Initiative to Produce Similar Results. C'est quelque chose qui a été expérimenté dans le laboratoire d'expérimentation en gestion et en gouvernance en Montérégie. Voilà. Donc là, vraiment, c'est suite à ça que le réseau 1 a mis ça et c'est ce qui justifie un petit peu notre existence au sein de ces projets. Donc plus spécifiquement, juste un petit peu pour donner un peu plus de contexte, avant de passer à l'essence de cette présentation, c'est dans le cadre d'un projet supervisé qui est une sorte de recherche-action, c'est-à-dire qu'on essaie de créer des connaissances contextualisées avec des acteurs du milieu. Et comme je dis précisément, c'est dans le cadre d'un partenariat entre le réseau 1 et le pôle santé HEC Montréal qui nous a embauché pour ce projet. Pour ce qui a trait à notre revue de littérature, les thèmes sur lesquels se concentre ce projet sont le leadership, la gouvernance, la gestion de la performance, la gestion de changement et la gestion de projet. Le choix de ces thèmes n'est pas anodin. Notre équipe de recherche les a désignés, sachant l'importance de leur rôle dans la réussite des innovations que nous suivons. Plus précisément, ils découlent de l'expérience terrain de chercheurs du pôle santé d'HEC Montréal
et de l'expérience retirée des projets précédents du réseau 1 et de la méta-analyse de Dame Schroeder et collectif qui fait une recherche exhaustive sur la mise en œuvre de projets dans le monde de la santé. De fait, nous avons donc effectué une revue de littérature sur chacun des 5 thèmes ciblant l'information en lien avec la mise en œuvre et nous avons fait ressortir un cadre de référence, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la présentation. Ou juste pour être un petit peu plus spécifique, pour vous donner du contexte, donc là vraiment notre démarche, le processus qui a été mis en œuvre conjointement par le réseau 1 et HEC Montréal, c'est vraiment de voir comment la gestion pouvait aider des équipes médicales dans un contexte de milieu de santé à mettre en œuvre des innovations. Donc, comment on pouvait faire ça de la perspective de chercheurs en gestion. Donc, la première des choses, c'est qu'on a utilisé la méta-analyse de Dame Schroeder qui s'inscrit dans cette nouvelle vague de Implementation Science qui s'intéresse spécifiquement à comment transférer dans la pratique des connaissances qui se sont faites dans la recherche dans le monde de la santé. Donc, on a vu cette méta-analyse et on a essayé, qui n'était pas toujours fait dans le jargon de la gestion, donc on a essayé de retraduire ça en termes de concepts de gestion. Et donc, il y a 5 concepts qui sont sortis, après quoi on a discuté avec nos chercheurs de HEC Montréal, et c'est ce qui nous a permis de définir 5 thèmes de gestion qu'on est sur le point de vous présenter. Donc, maintenant, il semble nécessaire de s'attarder à expliquer chacun des 5 thèmes. Donc, Karim va débuter avec le leadership. Excusez-moi, pour revenir un petit peu, pour vous donner, excusez-moi, donc pour expliquer un petit peu les 5 thèmes de gestion, donc ce sont la gouvernance, le leadership, la gestion de la performance, la gestion de projet, la gestion du changement. Donc ce que je vous expliquais dans la slide précédente, c'est que ce sont ça, les 5 slides dans la méta-analyse de Dame Schroeder et l'expérience de nos experts en gestion qui ont aussi beaucoup travaillé dans le monde de la santé, qui sont ressortis comme des thèmes qui sont clés dans la réussite de la mise en œuvre du transfert dans la pratique de connaissances dans le monde de la gestion. Voilà, donc ça ce sont les 5 thèmes, ça c'est la vision globale de chacun des thèmes, de ce qu'on a appelé une sorte de cadre de référence. Maintenant, nous allons passer à chacun des thèmes spécifiquement. Donc le premier, le leadership, vous pouvez lire la définition, une sorte de processus de persuasion, d'exemplarité par lequel un individu ou une équipe de leadership induit un groupe à poursuivre des objectifs tenus par le leader et les suiveurs. Donc nous, en tant qu'être humain en général, on se fait une certaine idée du leadership, et moi, en faisant la revue de littérature sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sortes de préconceptions par rapport à ça qui étaient fausses, et non seulement fausses, mais aussi qui ne servaient pas des projets tels que la mise en œuvre. Donc, on s'est rendu compte que le leadership en soi était très très divers dans sa nature. Ça pouvait être un comportement, un processus, une capacité, une relation, un changement. Et donc vraiment, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de préconceptions, telles que le fait que le leadership est tenu par une seule personne, ou que le leadership est une chose innée, ce qui n'est pas du tout le cas. Par exemple, dans le cadre de certains projets que nous avons suivis, il y avait un choix d'une approche participative. Donc, on voyait que le leadership pouvait être tenu par différentes personnes, que ce soit des chercheurs, des praticiens ou même des patients partenaires qui ont tenu le leadership. Donc, vraiment, plus par rapport à ça, on peut plus. Ce que j'ai compris personnellement par rapport au leadership, c'est vraiment par rapport. Ce qui le définit le mieux, c'est ses conséquences. Donc, une des conséquences du leadership, c'est la capacité de communiquer une vision, c'est communiquer une vision ou encore mettre en place un changement. Donc, voilà, donc c'est ce qui a trait au leadership, le premier thème. Le deuxième thème, c'est le thème de la gouvernance, c'est un thème qui est très à la mode depuis un certain temps, on l'entend presque souvent. Donc, il est défini comme la coordination efficace, quand pouvoir, ressources et informations sont vastement distribuées entre plusieurs mains. Donc, on sait que le système de santé est un des systèmes humains les plus complexes, si ce n'est le plus complexe. Et donc, c'est une manière de voir un outil diagnostique et un instrument. Donc, les gens qui ont écrit sur ça, dans différents thèmes de littérature, que ce soit la science politique, que ce soit la gestion, que ce soit le public management, c'est vraiment que la gouvernance est perçue comme un art, un système, une coordination ou encore un outil. Et ça peut s'appliquer sur tout type de configuration. Ça peut s'appliquer sur des familles, sur un petit groupe, sur des organisations internationales, sur des corporations. Donc là, spécifiquement, nous, on s'est intéressé au monde de la santé. Et finalement, la gestion de la performance, donc, qui est une sorte de processus continu d'identification, de mesure et de développement de la performance des individus et des équipes et d'alignement de la performance avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, moi, ce sont les 3 thèmes que j'ai traités, et ça, c'est l'un des thèmes les plus forts que j'ai remarqué, parce que
ce que la gestion de performance permet de très spécifique, c'est de passer d'une idée, de certaines quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret. Ça permet une sorte de travail de réflexion, mais aussi de s'assurer qu'il y a un alignement stratégique avec les besoins de l'équipe, avec les besoins du système de la santé en général, mais que c'est aussi ça un grand avantage qui est celui de la communication. Par exemple, se mettre d'accord, on viendra plus spécifiquement à la gestion de la performance dans le cadre des projets, mais je commence juste par un exemple. Avoir un objectif, ça permet à tout le monde d'être redevable, de rendre des comptes, mais aussi de pouvoir se diriger dans la même direction. Voilà. Pour ce qui est de la gestion de projet, avant de plonger dans la gestion de projet, j'aimerais avancer un postulat qui est de plus en plus répandu dans la littérature, soit que la gestion de projet et la gestion de changement sont arrivés. Tout projet d'affaires de moyenne et grande envergure regarde à la fois une gestion de projet et une gestion de changement pour récolter les bénéfices d'affaires. Et tout changement au sein d'une organisation intervient via des projets et des programmes qui portent des appellations aussi nombreuses et variées. Ça sort de la littérature. La raison pourquoi je m'attarde à avancer ce postulat, c'est que d'après mes recherches, pour gérer un projet, il faut que le changement c'est que d'après mes recherches, pour gérer un changement, il faut gérer le changement et vice-versa, donc gérer le projet en même temps. Donc, pour tirer le maximum des points que j'aborderai par la suite, il faut garder ce postulat en tête. Donc, si maintenant on s'attarde à la définition que vous voyez à l'écran, soit l'art de diriger et de coordonner les ressources humaines et matérielles tout au long de la vie d'un projet, en utilisant des techniques modernes en gestion pour atteindre des objectifs prédéterminés. On nous donne l'exemple de la portée, de la qualité, du temps, le coût, la satisfaction des intervenants. Il y a plusieurs indicateurs qui sont possibles. En d'autres mots, un projet, ça apporte du nouveau au sein d'une organisation. Lors de la mise en œuvre d'un projet innovant, on vient bouleverser les activités habituelles par un projet unique, temporaire des activités, qui est porteur d'incertitude. Pour être en mesure de diriger et de coordonner les ressources afférentes, comme le dit Roubios, il faut dans un premier temps bien comprendre et maîtriser la manière dont elle crée de la valeur auprès des patients, ce qui découle de la recherche et de l'expertise médicale. Cependant, il est important aussi de considérer également la valeur pour le système de santé de sorte à s'assurer d'un temps d'antenne et une considération de la gouvernance pour améliorer ses chances de succès. Gérer un projet, c'est donc s'assurer que l'ensemble d'actions à réaliser pour arriver au transfert dans la pratique clinique sont les plus appropriées dans le contexte. Okay. Maintenant, si on s'attarde à la gestion du changement, la documentation sujet affiche plusieurs divergences qui créent des écarts tant au niveau de sa description qu'au niveau de sa gestion. Nous vous proposons donc une définition de la gestion du changement sous un axe qui met en exergue le changement organisationnel. Donc, si on regarde la définition, il s'agit d'une démarche structurée et dynamique parce que le changement doit être planifié, mais dans la majorité des cas, il va changer et qui permet d'apporter du soutien à la direction, aux gestionnaires, aux parties prenantes, aux membres de l'organisation et aux équipes pour les aider à s'approprier le changement et à traverser leur propre période de transition avec le moins de perturbations et le plus de productivité et d'innovation possible, et de préparer l'organisation afin qu'elle retire tous les bénéfices anticipés. Pour l'expliquer autrement et rendre la définition plus concrète, je vais mettre en parallèle la méthode CART de Bareil qui est utilisée aussi sur le terrain en gestion du changement. Saint-Justine. Oui, aussi à Saint-Justine, effectivement. Il s'agit vraiment de CART pour comprendre, adhésion, participer, transférer, évaluer. Il faut comprendre le projet et le changement. Soit que chacun des destinataires du changement, pardon. Dans le fond, chacun des destinataires du changement, c'est qu'on peut parler de la direction, les gestionnaires, en fait, tous ceux qui sont indiqués dans la définition, qui est une compréhension similaire du changement en cours. Dans ce cas-ci, on parle vraiment du patient ou du praticien. Okay. Ensuite, il faut que ces destinataires soient mobilisés et motivés à l'égard du changement proposé et qu'ils y adhèrent, et qu'il y ait une adhésion, que ça accorde avec ce qu'ils font et qu'il y ait un fit. Aussi, il faut que les différents groupes de destinataires aient leur mot à dire et qu'ils participent à la mise en œuvre du changement, qu'ils se l'approprient.
Puis, il faut s'assurer d'avoir les conditions favorables pour le transférer. Du contexte du milieu d'implantation à l'arrimage avec les orientations du ministère, par exemple. Pour finir, il faut que les groupes de destinataires se munissent de mécanismes pour atteindre les objectifs poursuivis. Pour que l'organisation, au final, c'est pour que l'organisation retire tous les bénéfices anticipés. Donc, ce qu'on a essayé de faire jusque-là, c'est vraiment, on a essayé de vous présenter chacun des 5 thèmes de gestion que nous avons retenus. Donc, je répète, le leadership, la gouvernance, la gestion de la performance, la gestion de projet et la gestion du changement. Donc, vraiment, on a essayé de ne pas prendre pour acquis que vous saviez ça. Donc, vous avez dû remarquer que c'était des définitions plutôt générales. Donc, ça a été notre travail au début de voir tout ce qui a été fait, de sélectionner de manière générale, sans aucune restriction, ce qui fait sur les thèmes que nous avons sélectionnés, pour ensuite les adapter à la réalité des équipes que nous allons accompagner. Donc, il ne s'agissait pas juste d'essayer de perpétuer nos concepts à ces gens-là, mais essayer juste de les pousser de manière indistinguée, indifférenciée, c'est vraiment de comprendre l'habitude des équipes. Donc, le processus d'accompagnement a commencé d'abord très tôt dans le processus de sélection des projets. Donc justement, ça a commencé avec la sélection. On avait Alain Rondeau qui est directeur associé du pôle santé, un expert de la gestion du changement et qui s'est intéressé pendant ces dernières années de travail au monde de la santé, qui a participé à la sélection des projets, bien évidemment avec des comités scientifiques et des comités représentant l'ensemble des compétences. Mais nous, Philippe et moi-même, avons d'abord pris connaissance des équipes le 11 janvier 2016 par vidéoconférence. Là, c'était vraiment informel, on a commencé à les connaître. Après quoi, on a fait une sorte de rencontre physique avec les personnes. Certaines des personnes participant au webinaire, je sais que certains porteurs de projets sont là. Donc, c'était à Drummondville où là, les équipes ont expliqué leurs projets aux différents experts, que ce soit nous ou des experts en transfert de connaissances ont présenté différentes choses qu'ils pouvaient apporter. Et finalement, là vraiment où on s'est vraiment attardé pour chacune des équipes, c'était pendant des entretiens que nous avons fait avec les équipes porteuses de projets. Donc, comme vous devez le savoir, les projets financés par le réseau 1 sont portés par un binôme, un tandem chercheur-clinicien. Donc, nous avons essayé de rencontrer pour chacun des 4 projets le chercheur et les cliniciens principaux en charge, mais aussi différentes personnes. Donc, vraiment là, on a essayé de ratisser aussi large que possible. Donc, rencontrer des personnes qui, dans le milieu où l'innovation a été mise en œuvre, étaient donc des témoins privilégiés de la mise en œuvre. On a essayé de rencontrer des personnes qui étaient plus spécifiques aux enjeux de gouvernance, donc des directeurs par rapport à ça. Donc, c'était des entretiens qu'on a menés suite à l'aide d'un canevas d'entretien. On a essayé de tirer un maximum d'informations par rapport à ça pour pouvoir analyser les pratiques. Très bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est notre cadre de référence. Donc vous constatez sûrement que ici, il y a les 4, il y a les 5 thèmes de gestion qui ont été sélectionnés donc, sur la base de la méta-analyse de Dame Schroeder et l'expérience de nos chercheurs en gestion qui sont spécialistes du domaine de la santé. Et donc, on a tiré un certain nombre de recommandations. Donc, vraiment, ce sont les choses qui nous ont paru essentielles du point de vue des meilleures pratiques énumérées dans différentes recherches en gestion, que ce soit des recherches théoriques ou des recherches plus empiriques, mais aussi par rapport aux équipes que nous avons accompagnées. Parce que l'une des choses qui est ressortie, que je parle personnellement, je pense que Philippe serait d'accord avec moi, c'est que ça a été très important pour nous de rencontrer les équipes parce que ça nous a permis de comprendre, sûrement pas totalement, mais au moins de comprendre un petit peu quelles étaient leurs réalités, quels étaient les différents challenges auxquels ils faisaient face. Par exemple, on a compris pour beaucoup de personnes que les lois 10 et 20 qui rentrent en vigueur pendant que le projet représentait certaines contraintes, ou du moins qu'on était obligé de nous adapter par rapport à ça, donc ça change la donne un petit peu. On a compris que les personnes qu'on rencontrait avec une sorte de profil épistémologique différent, où il y a un rapport à la connaissance qui est un peu différent d'une autre, donc parfois qui est plus axé sur la recherche ou sur la pratique, alors que la mise en œuvre en soi est une discipline. C'est pas quelque chose qui vient spontanément à tout le monde de savoir que la mise en œuvre est une discipline qui a ses propres tenants et aboutissants et qui, je pense, comme toute science, mais celle-ci particulièrement, est caractérisée par une complexité parce qu'on a affaire à des systèmes qui sont complexes en lui-même d'un point de vue institutionnel,
mais aussi qu'on a affaire à des humains, à énormément d'imprévus, comme par exemple des nouvelles lois qui sortent, des systèmes d'information qui sont différents, des gens qui sont malades. Donc vraiment, ça a été très intéressant pour nous de faire ce travail, de voir les canons qui sont dans la littérature et aussi la réalité des personnes pour donner quelque chose qui soit inscrit dans l'axe. Donc, vous ne voulez pas juste être abstrait et dire voilà ce qu'il faut faire et libérer les gens, mais vraiment quelque chose qui soit compréhensible, qui paraisse légitime aux yeux des chercheurs et des cliniciens avec qui on travaille et qui donne lieu à des résultats. Donc, par rapport à ça, on est ressorti avec des recommandations qu'on est sur le point de vous présenter. Et c'est une des valeurs qu'on essaye de vous donner à travers ce webinaire, c'est vraiment que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire si vous demain, si après-demain vous vous engagez dans une mise en œuvre de projet, qu'est-ce que vous pouvez faire du point de vue de la gestion qui optimise les chances de réussite de votre projet. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travers de chacun des thèmes. Voilà, donc le premier par rapport au leadership, c'est que on a compris que le leadership était un phénomène social. Donc, n'est pas leader quelqu'un qui a spécifiquement un rôle de directeur ou de directrice, vraiment quelqu'un est leader si les personnes l'entourant considèrent que cette personne est un leader. Donc, et l'un des rôles, l'une des conséquences, que ce soit une personne ou une équipe, pour qu'elle fasse preuve de leadership, c'est qu'il faut communiquer une vision et mobiliser l'équipe. Et ça, c'est un travail de tous les temps. C'est vraiment de s'assurer que les personnes comprennent qu'est-ce qui est fait et que, en quelque sorte, on stimule chez ces personnes une sorte de motivation intrinsèque à vouloir se dépasser, à vouloir créer un changement. Donc c'est très interpersonnel, il s'agit d'écouter les personnes, de communiquer avec eux le sens et s'assurer que les personnes savent ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et un travail de nourrir ces relations afin que les personnes continuent à œuvrer, parce que très souvent ça n'est pas facile, parce que toute la complexité et tous les challenges qui sont caractéristiques des situations de mise en œuvre. Et il y a aussi de la part de l'équipe de leadership ou de la personne leader de vraiment comprendre et s'adapter aux différentes situations. Par exemple, on a eu un projet qui était particulièrement affecté par les lois 10 et 20, qui se voyait obligé d'accueillir un certain nombre de patients en plus. Et c'est quelque chose qui a été fait avec... Moi, personnellement, j'ai été impressionné parce que cette personne-là n'a pas vu l'ampleur des changements comme une sorte d'obstacle, mais plutôt comme une opportunité de préparation à un changement. Donc, qui voyait que le nombre de patients qui venaient comme une sorte, qui inscrivaient l'équipe dans une sorte de dynamique de changement, et que mettre en place un outil, ça s'inscrivait, était favorable dans ce genre de conditions. La gouvernance. Donc, la gouvernance, comme on en a parlé précédemment, les principaux éléments qui sont sortis par rapport à la gouvernance, ce qui est très très important, c'est de mobiliser son réseau. Mobiliser son réseau et la communauté pour voir comment on peut intéresser des gens à ce changement-là, comment on peut avoir des gens qui peuvent aider à la mise en œuvre. Par exemple, l'un des objets de ces projets, c'est la diffusion de connaissances et des mises en œuvre. Et donc vraiment mobiliser son réseau, les différentes personnes, identifier qui peut aider dans tel organisme ou dans un autre est très important, que ce soit à travers des gens qu'on connaît directement ou des gens qu'on peut atteindre de manière indirecte. Donc c'est très important. Établir un partenariat avec le patient, donc ça j'imagine que vous tous êtes familiers avec cette priorité. Que le patient ne soit pas seulement une sorte de source d'information, mais qu'il participe que ce soit au design des expériences, que ce soit à des décisions majeures par rapport au projet et à l'ensemble sensible de vie. Optimiser l'allocation des ressources. Donc là vraiment ici c'est comprendre que c'est un long processus et qu'il faut prendre différentes personnes et différentes, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles ou financières ou informatiques, et comprendre comment mobiliser ces personnes par le leadership, mais aussi comment faire en sorte que pour chaque nécessité de projet, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait l'ensemble des besoins mobilisés. Aussi connaître les responsabilités de chacun. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que parfois la répartition des responsabilités se faisait de manière assez heuristique, dans le sens où chacun prenait les responsabilités dans lesquelles il se sentait le plus à l'aise ou que son emploi du temps lui permettait. Mais je pense, ce qui est un mode démocratique
qui peut être intéressant, mais parfois peut donner lieu à des obstacles, comme le fait d'avoir des tâches qui ne sont pas remplies par des personnes. Donc je pense qu'en amont du projet, définir qui s'occupe de quoi, quand, c'est très important par rapport au succès du projet. Et finalement, utiliser des outils d'évaluation. Et ça va être un des points principaux de la gestion de la performance, qui est le troisième thème de gestion qui nous intéresse. Donc, le premier élément par rapport à la gestion de la performance, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est selon moi le plus important de mes trois thèmes, c'est qu'il permet vraiment de passer d'une sorte d'idée abstraite à une action dans le terrain qui est concrète. Donc, première des choses, c'est déterminer des indicateurs de performance. Donc ici, je comprends très bien que ce ne sont pas tous les objectifs qui peuvent être quantifiés. Donc, l'objet n'est pas d'être réductionniste, mais plutôt vraiment de déterminer des chiffres précis ou même des indicateurs qualitatifs qui détermineraient le succès. Par exemple, dire que dans 6 mois, nous comptons distribuer un certain nombre d'outils, ou dans 6 mois, nous comptons mener un certain nombre de réunions par rapport à ça. Donc vraiment, avoir quelque chose de très concret qui, une fois atteint ou pas atteint, détermine si le projet se passe bien. Parce que, comme vous parlera Philippe dans quelques minutes, si on ne fixe pas un objectif, il peut y avoir des scope creep, donc des petits problèmes dans le projet, au tout début du projet, qui peuvent devenir énormes et devenir délétères pour le succès du projet. La gestion de la performance, ces indicateurs permettent aussi de rendre des comptes. Il ne s'agit pas de rendre des comptes à l'hiérarchie ou quoi que ce soit, rendre des comptes au sein de l'équipe, aux différentes parties prenantes engagées dans le projet. Donc, si dans 6 mois, nous n'avons pas atteint tel ou tel objectif, au moins on peut communiquer ça avec la personne, on peut expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc vraiment, ça crée une sorte de langage commun, une sorte de base de communication concrète pour savoir où en est le projet et qu'on peut objectiver où en est le projet. Donc ça permet d'évaluer si le projet se passe comme on le souhaite ou pas, mais aussi de faire sens des choses. Si par exemple on n'a pas eu un certain nombre de réunions, pourquoi ça ne s'est pas fait? Donc vraiment le rôle de la gestion de la performance, comme je l'ai dit, c'est de passer d'une idée abstraite à quelque chose de très concret, ce qui est la nature même de la mise en œuvre. Prendre une connaissance abstraite et donc mettre ça en application. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de la gestion de projet, dans la gestion de projet, le premier point de mes recommandations est d'avoir une vision commune à la gestion de projet. Gérer un projet peut s'entendre plusieurs façons de faire, différents contextes, beaucoup de réalités différentes. Par vision commune, j'entends que l'équipe projet doit aller dans le même sens en fonction de l'ensemble des actions à réaliser pour arriver au transfert dans la clinique. Ensuite, ça m'amène à parler à la planification du projet. Il faut comprendre que pour qu'un projet a un cycle de vie qui est composé de plusieurs étapes. Si on prend un modèle générique, on parle de 4 étapes, soit d'initier, planifier, exécuter et terminer. Quand il est question de planification de la mise en œuvre, ça diffère un petit peu parce qu'on est vraiment dans la planification de la mise en œuvre, ça diffère de la planification de la recherche. À ce niveau, il est avantageux de planifier la série d'actions qui vous permettra d'atteindre le transfert dans la pratique clinique, de la gestion des ressources financières à aller chercher l'appui d'un acteur clé à un tel moment. Le prochain point à identifier, c'est un chef de projet. Il ne doit y avoir qu'un seul leadership qui s'occupe de formuler le but et les objectifs, qui justifie l'allocation des ressources dans le projet, qui définit les rôles et responsabilités de l'équipe projet, leur contribution, en fait la contribution de chacun des membres, qui s'assure d'établir des communications efficaces et finalement qui développe la vision globale et transversale dans le projet. Il est possible d'avoir plus qu'un chef de projet, cependant c'est compliqué la tâche d'après notre expérience. Finalement, il sera important d'établir des critères de succès, comme Karim l'a amené tout à l'heure. Ceux-ci devront permettre à l'équipe projet de savoir si le projet va dans la bonne direction. Ils doivent être mesurables et doivent prendre en compte l'évolution du projet. C'est important de le faire à plusieurs moments dans le projet. Ça ne doit pas être seulement des critères qu'on laisse là parce que le projet va changer. Donc, il faut s'assurer que les critères restent toujours d'actualité. Maintenant, si on passe à la gestion de changement, le premier est similaire à celui de la gestion de projet. Soit qu'il est important que chacun des destinataires du changement ait une compréhension similaire du changement en cours
pour s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens, puis éviter justement qu'on travaille en double ou qu'on s'oppose. Pour ce qui est du deuxième point, soit de renforcer l'adhésion, arriver à une reconnaissance globale du bien fondé du changement par les acteurs est fortement recommandé. Les supporters au changement doivent atteindre une proportion largement supérieure aux opposants. Il est donc important de favoriser les échanges et de bâtir la légitimité autour du projet de changement, car sans une perception favorable de la raison d'être de ces derniers, il va être difficile d'arriver à transférer le projet dans la pratique clinique. La communication, l'écoute, la considération sont des points principaux qui doivent être faits sur une base régulière. Et maintenant, si on passe à l'autre point, soit d'identifier les maillons clés d'un changement en santé. À cet effet, nous recommandons le papier de Dan Schroeder, que Karine m'a expliqué plus en détail au début, qui a effectué une recherche contenant un recensement exhaustif basé sur la pratique et qui concerne les conditions de succès de la mise en œuvre dans le monde de la santé. Ici, dans la perspective de la gestion du changement, nous voulions mettre de l'avant l'importance de la source de l'intervention, soit de la perception des acteurs clés, la pression des pairs, la concurrence face au projet, le climat et la préparation à la mise en œuvre, le savoir et les croyances face à l'intervention, et l'évolution individuelle dans le projet de changement et la planification du processus de mise en œuvre. Ça nous amène à parler du dernier point, soit d'arrimer le changement à la vision stratégique de l'établissement. En fait, pour finir, nous recommandons fortement d'arrimer le projet à la vision stratégique de l'établissement santé. Même si le projet est le meilleur du monde, surtout dans le monde de la santé où la réalité budgétaire est difficile et les préoccupations sont nombreuses, le projet gagnera un cadre. Le projet gagnera à cadrer avec les orientations car ça donne du temps d'antenne qui est difficile à avoir. Donc juste avant de passer à la période de questions, donc, pour les personnes participant à ce webinaire, que si vous vous engagez dans un processus de mise en œuvre d'une innovation ou de transfert de connaissances dans la pratique, ce que nous recommanderions, c'est vraiment au moment où vous commencez, vous initiez cette mise en œuvre-là, au moins la planifier, c'est de prendre le cadre de référence qui contient chacun des 5 thèmes de gestion mobilisée et l'utiliser comme une sorte de checklist. Au moins pour générer une certaine réflexion, me dire, par rapport au leadership, je sais que moi, ou telle personne va faire ça, donc voilà, quelles sont les responsabilités, par rapport, par exemple, à la gestion de la performance, bon, très bien, je veux mettre en place une innovation spécifique, est-ce que j'ai des indicateurs de performance, qu'est-ce qui, par exemple, dans 3 mois, 6 mois, me dirait que le projet se porte bien, ou qu'est-ce que dans 1 an et demi, qui est la date, qui est la période de projet, qu'est-ce qui va déterminer que vraiment cette mise en œuvre a été un succès. Donc vraiment, prendre ça comme une sorte de, il s'agit de je ne vais pas prendre ça à la lettre, bien sûr, mais au moins essayer de stimuler une réflexion par rapport à ça pour faire en sorte que la mise en œuvre soit un succès. Voilà. Merci. Donc là, je pense que la période de questions commence et Mathieu va prendre la main par rapport au webinaire, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle présentation. Je vais mettre tout de suite... Donc, on aura une courte période de questions étant donné qu'il y a eu des délais au début du webinaire. Donc, je vous rappelle, pour poser des questions, vous pouvez le faire de 2 manières. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main ». Puis comme ça, on va vous donner le droit de parole, puis vous pouvez poser vos questions oralement à Karine et à Philippe. Sinon, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte à questions. Donc, je vais juste aller voir s'il y a des questions des gens qui ont leurs mains levées. Non, pas encore. Des questions ici. Non, pas encore. Dans le fond, moi, j'ai une question pour vous, peut-être en attendant d'autres questions. Là, vous avez suivi 4 équipes. Vous avez suivi 4 équipes de recherche avec des chercheurs et des cliniciens qui travaillent ensemble. Quels sont, selon vous, les besoins de formation? Si, mettons, on veut mieux préparer les chercheurs et même leurs équipes à être performants dans le changement puis performants dans l'implantation de l'innovation. Nous autres, comme chercheurs, on est formés pour faire beaucoup de choses, on est formés pour acquérir des connaissances, mais pour gérer des projets,
d'envergure ou gérer le projet de changement, on n'est pas toujours formé pour certaines choses. Donc, selon vous, dans votre perspective, quels sont les besoins de formation pour les chercheurs pour mieux les positionner pour avoir du succès lorsqu'ils veulent implanter des changements? Donc, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, il s'agit de formation, mais aussi de faire prendre conscience aux gens que la mise en œuvre est une discipline en soi. Donc, très souvent, ce que nous avons, ce que j'ai constaté, que ce soit dans le cadre de ces projets ou dans d'autres innovations, c'est qu'il y a une sorte d'hypothèse que ce qui est fait dans la connaissance peut être directement transférable que la recherche est suffisamment exhaustive, convexe et robuste pour que l'environnement puisse avoir ça. Donc vraiment, la première des choses, ce serait de prendre conscience que la mise en œuvre est une discipline en soi, avec ses propres règles. Et en ce qui serait les besoins de formation, très franchement, nous, les 5 thèmes qu'on a, mobilisés, je pense qu'avoir des formations succinctes sur ça. Je sais que le réseau 1 offre des webinaires par rapport à ça. Donc vraiment, il s'agit de ne pas surcharger des chercheurs ou des cliniciens qui sont, comme on sait déjà, très très occupés. Donc peut-être assister aux webinaires qui ont été offerts par le réseau 1, s'intéresser voir sur Internet sur ce qui est fait, les vidéos sont multiples, et voir ce qui se fait par rapport au sujet, et sélectionner ce qui parle le plus aux gens. Donc vraiment, il s'agit juste de prendre conscience et savoir quels sont les tenants d'ambition, quels sont les principaux éléments spécifiques qui peuvent aider les personnes. Philippe, avez-vous des points de vue sur ma question aussi? Ben, en fait, je suis complètement d'accord avec Karine. Je pense que c'est vraiment important de prendre en compte la mise en œuvre et de prendre en compte ce que ça représente. Surtout, en fait, moi, ce que je conseillerais pour rajouter à Karine aussi, ce serait justement, comme Karine le fait avec Medium, en fait, c'est la consultation, c'est pas une mauvaise chose, d'avoir quelqu'un à l'externe qui conseille par rapport à ces points-là. Parce que comme Karine l'a dit, c'est quelque chose qui est très complexe. Ça demande beaucoup de temps et comme Karine l'a bien dit, les chercheurs sont limités à ce niveau. Dans leur temps et justement parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Okay, merci. On a une question de la part de Ginny Haggerty. Donc, Ginny, je pense que vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup de cette présentation. C'était très intéressant. Je pense que ma question va un peu dans le même sens. Est-ce que c'est possible d'avoir une touche légère par rapport à soit les connaissances ou les habilités qu'on a pour la gestion de projets ou la mise en œuvre? Parce que justement, je vois que le domaine, c'est très, très complet et j'ai un peu le sentiment d'être un peu overwhelmed lorsque je pense à essayer d'intégrer tous ces éléments parce que au bout de la ligne, je suis quand même une chercheure qui s'intéresse à vraiment m'assurer de la rigueur des méthodes, d'une bonne collecte de données, et tout ainsi de suite. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que d'après vous, ça serait mieux de travailler avec quelqu'un qui a ces capacités ou est-ce que par la formation est-ce qu'on est capable de quand même gérer, nous, un peu les mises en œuvre ou juste prendre en considération les éléments? Je ne sais pas si ma question est claire. En fait, c'est juste pour... C'est clair, Ginny. Pardon. Vas-y. Oui, donc pardon, ta question est claire et c'est ta réalité, c'est la réalité qu'on a rencontrée avec beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que le processus d'accompagnement en soi, je pense, est un très bon entre-deux. Donc, il ne s'agit pas de totalement délester les chercheurs et les cliniciens parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de sens de la propriété, un sense of ownership de leur projet. Donc, il ne s'agit pas de tout donner à quelqu'un qui va contrôler pour eux, mais aussi il faut comprendre que ces gens-là, que les chercheurs et les cliniciens ont des compétences propres, ont des exigences qui quand même occupent la plupart de leur temps. Et on sait qu'ils n'ont que 24 heures par jour. Donc c'est pour ça qu'avoir des gens accompagnants, donc peut-être une sorte comme de shadowing que le processus d'accompagnement permet. Donc un des travaux qu'on vous a présenté, c'est une partie du projet qu'on a fait avec HEC Montréal. L'autre partie était essayer de réfléchir à un processus d'accompagnement qui est de plus en plus adapté aux réalités des chercheurs et cliniciens de première ligne au Québec. Donc vraiment peut-être avoir une personne qui accompagne tout le long du projet, mais qui n'a pas la propriété des décisions ou des outils ou de quoi que ce soit.
complètement Est-ce que d'accord. ça répond à ta question, Ginny? Merci beaucoup, oui. Merci pour la question, Ginny. Dans le fond, il y a beaucoup de chercheurs aussi qui sont de plus en plus formés en application des connaissances. Donc, c'est un champ, c'est une discipline qui se chevauche beaucoup sur gestion de changement, gestion de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de parenté entre ces deux différentes disciplines-là. Donc, c'est toujours intéressant lorsqu'on veut implanter des nouvelles pratiques, d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui possède ces expertises-là pour être capable de partager leurs connaissances, savoir où chercher dans la littérature pour guider certaines informations sur quoi faire. Donc, excellent. Donc, si je peux me permettre, Mathieu, une dernière chose par rapport Oui, à ça. vas-y. Et moi, j'ai l'impression que le sens que prend la recherche en application des connaissances, c'est vraiment, ça se densifie un petit peu parce que les gens se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une application, d'une sorte de translativité directe. Donc, c'est pour ça que ça s'enrichit que maintenant, de plus en plus, on parle de implementation science, où là, vraiment, on essaie de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une sorte de relation de 1 à 1 linéaire de traduction directe, mais qu'il y a différents facteurs à prendre en compte, donc que la mise en œuvre en soi a ses tenants et ses aboutissements. Donc, oui, mais tu as raison, ce sont des équipes multidisciplinaires qui interviennent dans des projets de cette nature-là. Oui, puis moi, je pense aussi qu'il y a vraiment de la place pour que la science de l'application Implementation Science soit informée aussi par ce qui se passe dans le monde des affaires puis dans le monde de la gestion, parce qu'il y a beaucoup de... C'est en soi une discipline qui est très interdisciplinaire, puis on a besoin de ces voies-là pour informer les processus dans le domaine de la santé. Donc, je vous remercie. Il nous reste à peu près 3 minutes. Donc, je veux juste remercier encore une fois Philippe et Karim pour cette brève présentation. Si vous avez des questions pour eux, ben, vous pouvez contacter soit Daniel Shermer ou Sabrina, puis on va faire suivre vos questions. Donc, merci encore, monsieur, pour cette présentation. Je vais vous donner quelques autres informations avant de vous quitter. Donc, le prochain webinaire aura lieu vendredi le 13 janvier, donc l'année prochaine. Puis, c'est le directeur scientifique du réseau, Yves Couturier, qui va présenter sur une évaluation de mi-parcours pour le réseau, puis aussi certaines idées pour une vision pour le futur. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à dire notre nouveau directeur. Tous nos webinaires sont accrédités, donc si c'est pertinent pour vous, vous pouvez contacter Daniel Shermer pour savoir quelle démarche faire pour avoir ces crédits-là. Si vous n'êtes pas membre au réseau, je vous encourage fortement à devenir membre. C'est très intéressant de participer à ce réseau excellent-là. Puis, dans le fond, au nom du réseau 1, j'aimerais vous remercier aussi pour votre collaboration au cours de cette dernière année. C'était une année très, très extraordinaire pour le réseau 1. On a beaucoup grandi. Puis, j'aimerais aussi vous profiter de ce temps pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. C'est vraiment, il fait très, très froid, il fait très, très beau. Donc, amusez-vous bien, faites le party, puis on va vous accueillir dans la prochaine année. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.